Avec le charbon et le plastique, on peut mettre l'huile de palme au panthéon des plus grands désastres écologiques et sociaux de notre temps. Mais pourquoi tant de haine face à la culture du palmier à huile ? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse à l'huile de palme. Ce produit, c'est le cauchemar des activistes du climat, des militants et militantes pour les droits humains et la bête noire aussi des nutritionnistes. Alors l'huile de palme, symbole d'un monde à la dérive ? On en parle avec Baptiste Laville, bonjour. Bonjour. Baptiste, tu es géographe et biologiste et ça fait depuis 2009 que tu bosses pour le Bruno Manzer Fonds. On va en parler en détail, c'est une ONG qui se bat aux côtés des autochtones en Malaisie contre la déforestation et l'accaparement de leurs terres. Je me réjouis d'en parler. Faut dire que tu as un parcours plutôt atypique entre le Sarawak en Malaisie et Port-Entruy dans le Jura. On va en parler, mais d'abord, faisons un petit détour par le supermarché avec ces produits-là qui contiennent de l'huile de palme, notamment des biscuits, une soupe, voilà, du shampoing et, moins connu, des bougies. Tout ça, ça vient de ce fruit-là, que je montre à l'écran également. C'est un fruit qui est généralement noir quand il est sur le palmier. Pourquoi un tel succès ? Près de la moitié des produits du supermarché contiennent de l'huile de palme. Cette question, elle se répond d'une manière assez simple. En fait, c'est qu'on vit dans un monde qui est un monde mondialisé, un monde ultra-libéral et un monde de la surconsommation. Et cette surconsommation, elle est poussée en avant, on le voit. Et effectivement, cette huile de palme, elle est nécessaire pour alimenter des chaînes de production, pour nous faire justement acheter des produits. Et c'est vraiment un symbole, comme tu l'as dit, d'un monde à la dérive qui produit plus que ce dont il n'a besoin. Et effectivement, il y a des questions là autour qui sont fondamentalement philosophiques. C'est est-ce que c'est vraiment ce monde-là qu'on souhaite ? Est-ce que c'est vraiment ce monde ultra-libéralisé où ici en Suisse, on achète des produits, mais en fait, on impacte toutes des conséquences écologiques et sociales à l'autre bout du monde. Ça, c'est des questions qu'il faut réellement se poser et qu'il faut, en tant que consommateur, être conscient. Alors, on va se les poser, bien sûr, dans le cadre de ce podcast. Alors, l'huile de palme, ça a une histoire coloniale, à l'instar du cacao. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie et la Malaisie qui produisent 85% de l'huile de palme mondiale. C'est énorme. C'est quoi les principaux problèmes là-bas, dans ces pays ? Le palmier à huile s'est implanté donc en Malaisie et en Indonésie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, il y a un écosystème tropical qui correspond parfaitement aux plantations de palmiers à huile. Malheureusement, ces zones-là, ce sont des zones justement où il y a la forêt tropicale, où il y a des tourbières qui sont très importantes, et naturellement où il y a des populations qui vivent sur ces terres-là. Et le développement des palmiers à huile, qui a été absolument exponentiel depuis les années 80, s'est fait justement dans ces zones-là. Et donc il y a eu il y a encore maintenant de très très forts problèmes en lien avec la déforestation. Cette déforestation, elle est absolument incroyable sur des zones comme la Malaisie, ou sur Bornéo. La forêt primaire a été réduite à un niveau qui est absolument historiquement bas. Et les communautés locales qui sont dépendantes de ces forêts, naturellement, subissent de plein fouet l'impact du développement des palmiers à huile. Il faut quand même être conscient que ces forêts tropicales, particulièrement sur Bornéo et dans la zone Malaisie et Indonésie, c'est un hotspot, un point chaud de la biodiversité mondiale. Il y a plus d'espèces, de diversité d'espèces végétales qu'il n'y en a autre part dans le monde. Juste pour vous donner un titre d'exemple, en Suisse ou en Europe, on a à peu près 30 à 50 espèces indigènes d'arbres dans nos forêts. Sur Bornéo, c'est 3000 espèces d'arbres. Donc il y a une biodiversité qui est absolument incroyable, et cette biodiversité incroyable, elle est transformée petit à petit en une monoculture. Les plantations de palmiers à huile, ce sont des monocultures, donc c'est-à-dire une seule espèce, le palmier à huile. Sur des champs à perte de vue. Sur des champs à perte de vue. Ce sont des monocultures qui doivent être naturellement alimentées, parce qu'une monoculture, il faut savoir
que c'est fragile, donc il faut l'alimenter avec des pesticides, avec des engrais, ça crée des pollutions. Et c'est des problèmes qui sont absolument gigantesques. La thématique de la déforestation est étroitement liée naturellement avec la question du climat. Les forêts, ce sont des puits de carbone. Bien sûr, surtout la forêt tropicale. La forêt tropicale est donc détruite. En plus de ça, on brûle les tourbières, elles aussi, pour planter le palmier à huile. Ce qui fait relâcher du carbone dans l'atmosphère en plus. Ce qui fait relâcher du carbone et des gaz absolument néfastes pour la santé. À titre d'exemple, encore, je me permets ça, la dernière fois que j'étais en Indonésie, du côté du Kalimantan, c'était au mois d'août, et les feux de forêt et de tourbières étaient tellement importants qu'ils s'étalaient jusqu'à Singapour. Et moi, quand j'étais au Kalimantan, il y avait une visibilité de seulement 100 mètres. C'est-à-dire qu'on vivait dans un smog et la visibilité n'était que jusqu'à 100 mètres. Rendez-vous compte de ça. Et ça, pas seulement sur une zone localisée, mais sur des zones qui vont jusqu'à Singapour et jusqu'en Malaisie. Donc c'est des mesures qui sont difficiles à comprendre. Donc vous battez contre ça au Bruno Manzer Fonds. Alors spoiler alert, le Bruno Manzer Fonds a été fondé par Bruno Manzer, qui a une histoire assez emblématique, dont on en a fait un film d'ailleurs. T'arrives à nous raconter un petit peu son histoire? Je crois qu'il est lui-même allé vivre là-bas. Bruno Manzer, son histoire, c'est une histoire qui est absolument fantastique, qui est emblématique, je trouve, et dont nous, en tant que Suisses, on peut vraiment être très fiers. Donc Bruno Manzer, pour moi, à titre personnel, c'est vraiment l'activiste environnemental le plus important, ou un des plus importants que la Suisse ait connu. Bruno Manzer, c'est quelqu'un qui avait, je pense, des idéaux quand même assez forts. Et il voulait trouver une société qui n'était pas dépendante de l'argent, qui n'avait pas été pervertie par l'argent, on va dire. Donc il a été vivre là-bas avec les Penans, c'est ça, la population locale. De 84 à 90, il apprend la culture Penang, il apprend la langue, il apprend les us et coutumes, et il apprend à connaître tout l'écosystème de la forêt tropicale. Donc il devient, on l'appelle l'Aki Penang, ça veut dire l'homme Penang. Malheureusement, il fait ça donc de 84 à 90. En 90, son rêve est en train d'être détruit parce qu'en fait, la progression des compagnies d'exploitation forestière est telle que ça met en danger tout un écosystème. Et le mode de vie des communautés locales. Le mode de vie des communautés locales, exactement. Et Bruno Manzer, à ce moment-là, ne peut pas rester les bras fermés. Il s'engage finalement un peu malgré lui, c'était pas son objectif à la base, il s'engage dans un combat écologiste et aussi pour les droits des communautés locales. Et Bruno Manzer, des années 90 aux années 2000, va s'engager, mais d'une manière inouïe, sur tous les fronts, et surtout d'une manière internationale, pour sensibiliser les pouvoirs publics, mais aussi la population, par rapport aux problèmes justement en lien avec la déforestation et en lien avec les droits des peuples autochtones. Bruno Manzer a fait ça avec un talent absolument inouï. Ça a été un précurseur un peu des actions que fait Greenpeace, par exemple. Et donc, il a fait des actions très remarquées. Par exemple, un jeûne devant le palais fédéral. Il a tricoté des pulls pour les conseillers fédéraux, pour les réchauffer par rapport à la problématique qu'il essayait de mettre en œuvre. Bruno Manzer s'est tellement engagé pendant 10 ans. Au niveau international, il a eu beaucoup de succès. Et à cause de son succès, ça a été l'homme le plus recherché de Malaisie. Sa tête était mise à prix. Et malheureusement, durant son dernier voyage en 2000, il devait passer d'une manière illégale de l'Indonésie vers la Malaisie pour aller accomplir son travail. Et en fait, il disparaît dans la forêt. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et il y a des théories qui expliquent sa disparition? Il y a deux théories. La première, c'est naturellement, comme je l'ai dit, sa tête était mise à prix et il a pu être assassiné, ça c'est sûr. Par contre, il y a une autre option, c'est de dire que la forêt tropicale, c'est quand même un milieu qui est relativement dangereux et qu'il ne faut pas, par exemple, se casser une jambe. Ça peut être fatal si on est seul dans la forêt tropicale. Donc il y a ces deux options qui sont là et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Malheureusement, jamais de réponse à ça. Donc Bruno Manzer a travaillé toute sa vie pour porter la voix de ces peuples Penang au sein de la forêt malaisienne. Je te propose aussi d'écouter leur point de vue dans un documentaire que vous avez vous-même produit. On y construit des routes de bûcherons et on y rase des surfaces où s'épanouissait jusqu'il y a peu une forêt pluviale luxuriante.
Dans une grande serre, des plantons de palmiers à huile attendent une plantation prochaine. Les droits traditionnels des autochtones sur leurs terres sont foulés aux pieds. Fruit tree belong to the brown people. So meaning that this part is a farm. A lot of fruit tree on this land before. It belong to the brown people. Gone. Nous voulons préserver la forêt, car elle est importante pour nous, Penans, et pour notre mode de vie. Nous y trouvons de quoi nous soigner. C'est aussi ici que pousse l'arbre à sagou, qui nous sert de nourriture. L'artisanat en rotin nous permet de gagner notre vie. Si la forêt est détruite, la vie deviendra difficile pour nous. Sans forêt, nous ne trouvons plus de nourriture. La forêt, c'est notre richesse. Elle est tout ce que nous possédons. Donc on l'a vu dans ces témoignages, le mode de vie des Penans est directement menacé par la déforestation. Toi, tu fais quoi pour sauver la forêt ? Alors nous, ce qu'on fait avec le Bruno Manzerfond, déjà moi personnellement, je fais certaines choses, mais c'est surtout le Bruno Manzerfond qui agit. Et nous, on est persuadés que la forêt tropicale ne peut être défendue qu'en soutenant les communautés locales. Donc le cœur de notre travail, c'est de soutenir les communautés locales. Comme on l'a vu dans cet exemple ici, le Bruno Manzerfond est intervenu pour défendre toute une zone qui était en train d'être détruite pour justement créer une plantation de palmiers à huile. C'est le Moulou, c'est ça ? C'est la zone du Moulou, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, le Bruno Manzerfond, on a soutenu ces communautés qui se sont défendues. Et grâce aux communautés locales, ce qu'elles ont fait sur le terrain, plus les campagnes internationales qu'on a menées, eh bien, ça s'est terminé par un succès. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des cas de corruption qui étaient en lien avec cette plantation qui était en train de se créer. Mais ça donne quoi concrètement, ces luttes sur le terrain ? Concrètement, ça donne des barrages. C'est les communautés locales qui se posent devant les bulldozers et qui leur disent « vous ne passerez pas parce qu'on a des droits sur ces terres ». Et ça marche. Et dans le cas présent, ça ne marche pas tout le temps, malheureusement, ça marche trop peu souvent, mais nous, dans notre travail, on apprend aussi à se satisfaire des succès, c'est important, et là, c'est un succès qui est très important, et donc la compagnie forestière a plié bagage, ils ont repris leur bulldozer et ils sont partis. C'est une victoire complète pour les communautés locales. Mais ton rôle là-dedans, c'est aussi de monter des barrages avec les communautés, ou il est plus large ? Je crois qu'il y a une mission de cartographie de la région aussi. Oui, alors tout ça c'est lié, mais le cœur, c'est ce que je veux dire, le cœur de notre travail, c'est de défendre les droits des communautés locales. Avec un appui juridique peut-être ? C'est ça. Comment on fait pour défendre les communautés locales ? C'est en mettant les communautés locales en contact, typiquement, avec des avocats. Ces avocats, naturellement, après, font leur travail et vont défendre devant des tribunaux les droits des communautés locales. Ces avocats, ils ont besoin d'informations. Et c'est là qu'entre, par exemple, le projet de la cartographie. On ne fait pas de la cartographie pour faire de la cartographie. On fait de la cartographie pour défendre les droits des communautés locales. Bien sûr. Une carte, c'est très clairement un instrument de pouvoir. C'est des choses qui ont été comprises très tôt dans les armées impérialistes et dans l'histoire. Et en fait, ça l'est encore. Une carte, c'est un instrument de pouvoir. Et les communautés locales qui disposent de cartes sont naturellement en bien meilleure position pour faire valoir leurs droits. Et c'est toute l'essence même de ce projet de cartographie. Et qu'en pensent les gouvernements locaux, le gouvernement malaisien par exemple, de ces campagnes anti-huile de palme ? Naturellement, c'est sûr qu'en fait, comment est-ce qu'ils pourraient aimer puisqu'ils ont tout orienté, là-dessus. Donc, la Malaisie et l'Indonésie, comme on l'a dit, c'est 85% de la production mondiale d'huile de palme. Donc, une dépendance économique extrêmement forte. Une dimension économique, mais énorme. Et donc, effectivement, ils essaient de vendre leur huile de palme par tous les moyens. Donc, en fait, ils font des campagnes mensongères pour dire que l'huile de palme est durable. Et nous, en tout cas, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que c'est pas le cas. En plus, le gouvernement malaisien avait promis, la fin de la destruction de la forêt tropicale. C'est toujours le cas. La forêt se fait détruire. La forêt se fait naturellement détruire. On le voit encore. Les derniers chiffres prouvent qu'en fait, effectivement, la forêt tropicale
continue toujours et encore de diminuer, et on le voit sur le terrain. Tu parlais avant d'huile de palme durable, ça c'est un grand truc aussi prôné par les industriels. Il y a notamment le label RSPO pour Roundtable on Sustainable Palm Oil, dans mon meilleur anglais. En gros, la table ronde pour de l'huile de palme durable, ça c'est une bonne alternative ? Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est pas une bonne alternative. C'est qu'en fait, c'est ce label RSPO, il faut savoir, et c'est important de comprendre, c'est un label qui a été fait pour anticiper une demande qui tendait à dire qu'il fallait des produits, des garanties durables pour mieux vendre ce produit qu'est l'huile de palme. Et donc, ce sont les négociateurs, ce sont les producteurs d'huile de palme principalement qui se sont mis ensemble pour créer ce label. Il y a aussi des organisations environnementales dans le lot ? Il y en a, mais ça fait à peu près 300 membres de cette organisation RSPO. Il y a à peu près 20 sièges pour les ONG. Donc c'est une représentation qui est tout à fait symbolique et effectivement, on peut réellement le voir. Donc ce label existe, je crois, depuis 2004. Ouais. On est en 2020 et on voit que on voit exactement l'explosion exponentielle de l'huile de palme. On est même en droit de se poser de la question de savoir si ces labels, cette forme de label, en tout cas cette forme-ci de label, n'a pas plus poussé à une augmentation de la production qu'à une baisse de la production. Donc il y a des effets pervers liés à ce label en plus. Il y a, je pense, des effets pervers d'une manière générale par rapport à la filière label. C'est-à-dire que il faut savoir que dans le domaine de la certification, il y a la filière label et puis la filière de la chaîne de production qui est complètement certifiée. Oui. La filière label, ce n'est qu'un produit qui peut être certifié. Mais pas la chaîne de production dans son ensemble, c'est ça que tu dis. Pas toute la chaîne de production dans son ensemble. Et ça pose naturellement, ça pose problème parce qu'en fait, il faut que ce soit la chaîne de production dans son ensemble qui soit certifiée. Est-ce qu'il y a des alternatives qui tiennent la route ? Par exemple, le soja, le tournesol ou d'autres types d'huile ? Je pense que les alternatives qui valent la peine d'être mises en avant, c'est les alternatives qui sont locales. Dès l'instant où on prend une solution qui externalise finalement l'impact social, l'impact écologique, eh bien effectivement, on peut pas dire que ce soit durable. Donc l'alternative, c'est naturellement ici en Suisse de se baser sur l'huile de colza et l'huile de tournesol. Alors si je comprends bien, il faut ramener la production près de chez nous. Est-ce que tu penses que économiquement ça peut tenir la route ? Oui, ça peut tenir la route. En Suisse, on est peut-être même un bon exemple. On n'est pas dépendant de l'huile de palme. Ça ne représente que à peu près, je crois, 10 ou 11% de l'utilisation d'huile en Suisse. Donc en fait, c'est du colza, du tournesol. Du tournesol, ce genre d'huile. Et donc en fait, on voit qu'on arrive très bien aussi à valoriser nos productions locales. Et je pense que là, on peut encore faire de nombreux efforts à ce niveau-là. Sur votre site internet du Bruno Manzerfond, j'ai lu « Celui qui a compris mais n'agit pas n'a pas compris ». Est-ce que, à ton avis, on agit à la mesure des enjeux et qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau politique ? Alors ça, c'est la grande phrase de Bruno Manzer. Celui qui a compris et n'agit pas n'a pas compris. Et effectivement, je pense que dans notre société, on voit beaucoup de problèmes, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. On le voit par exemple avec la question du climat. Mais on peine à trouver des solutions. Et naturellement, les solutions au niveau politique, la responsabilité politique est essentielle. En Suisse, on le voit, le temps qu'il a fallu. Bruno Manzer lui-même voulait par exemple une obligation de déclaration du bois tropical. Il a fallu attendre des années, seulement jusqu'à en 2012, la déclaration du bois est enfin arrivée. Et par rapport à l'huile de palme, la même chose. Ce n'est arrivé qu'en 2016. C'est-à-dire plus de transparence, c'est ça ? Plus de transparence et l'obligation de déclaration de l'huile de palme sur les produits. Ouais. Dans les produits alimentaires. Et on voit que depuis 2016, effectivement, les importations ont quasi diminué de moitié. Et donc, on voit qu'il y a un réel impact par rapport à ces législations qui sont faites. Et là, on en vient à votre pétition, justement, qui demande à ce que sur les produits non alimentaires, on déclare également l'huile qu'on utilise. C'est bien ça ? Exactement, parce qu'en fait, on l'a vu qu'avec un cadre légal, c'est-à-dire avec l'obligation de déclaration de l'huile de palme dans les produits alimentaires qui est en vigueur depuis 2016, directement, ça fait quoi ? Une baisse des importations de l'huile de palme. Donc, ces contraintes légales
elles ont un impact concret sur la consommation ici en Suisse. Et effectivement, la grande oubliée de cette question de la transparence par rapport à l'huile de palme, ce sont les produits non alimentaires. Donc les bougies, les shampoings que je mentionnais en début de podcast. Les bougies, les shampoings et tout ça. Et c'est vraiment des quantités qui sont importantes. Par exemple, Ikea, ne serait-ce que rien que pour la production de bougies, consomme 24 000 tonnes d'huile de palme que pour la production de bougies. C'est comparé à l'importation suisse qui n'est que de 16 000 tonnes. Ça veut dire que Ikea, au niveau mondial, ne serait-ce que pour produire des bougies, consomme plus et beaucoup plus d'huile de palme que ne le fait toute la Suisse dans ses importations en une année. Alors là, on a beaucoup parlé au niveau politique. Au niveau individuel, tu recommandes de boycotter tout simplement les produits à base d'huile de palme ? Le plus possible, naturellement, des démarches individuelles sont importantes. Moi, je suis persuadé que que c'est d'abord le cadre légal qu'il faut adapter, c'est-à-dire les obligations de déclaration, ces accords de libre-échange. Il faut faire très attention avec les accords de libre-échange. En 2021, 2016, il y en a eu de plus en plus. Exactement, c'est des choses qui tendent justement à pousser à une surconsommation. Donc, le cadre légal et le cadre institutionnel est hyper important. Par contre, naturellement, après, il y a quand même effectivement une responsabilité individuelle du consommateur qui doit être attentif quand même à ce qu'il achète. Alors effectivement, si possible, c'est le maximum boycotter l'huile de palme, mais on le voit, c'est quand même terriblement difficile parce que dans le 50% des produits qu'on trouve au magasin, il y en a. Alors effectivement, je pense que le consommateur peut faire des efforts aussi à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup Baptiste Laville d'être venu et de nous avoir renseigné sur ces enjeux liés à l'huile de palme. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer et j'aimerais dire, allez signer cette pétition du Bruno Manzerfond qui demande la déclaration d'huile de palme dans les produits non alimentaires. On la met évidemment en description de cet épisode. Et merci à vous pour votre écoute. Ça fait une année que le podcast Mon Œil existe. On va faire une petite pause hivernale pour revenir à la mi-février. D'ici là, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à votre oncle qui bosse dans les matières premières par exemple. C'était Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye.